Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Et oui, Michel Sardou qui rend hommage aux soldats américains, André Berkoff, ces soldats qui ont débarqué en Normandie le fameux 6 juin 1944, André. Eh bien, jeudi prochain, ce sera le 80e anniversaire du D-Day. 80e anniversaire, effectivement, et il faut dire quelque chose, c'est que cette époque nous rappelle quelque chose de fondamental, c'est le courage. Le courage de ces gens qui sont venus d'Amérique. Comme disait Sardou, il est né en Géorgie, il se foutait pas mal de toi, puis il est mort en Normandie. Et il faut dire que c'est quand même une saga extraordinaire. Vous savez, aujourd'hui, on est dans des temps difficiles. Hein. C'était un temps déraisonnable. On avait mis les morts à table, comme écrivait Louis Aragon. Et puis voilà un livre qui vient à son heure, le livre d'Annick Cogent. Nous y étions, et c'est formidable parce que vraiment, c'est un livre non seulement que je vous recommande, mais qu'il faut lire. Parce que 18 vétérans racontent heure par heure le D-Day, le fameux le D-Day, hein, the longest day, comme on dit. Ça a été un moment historique aujourd'hui, c'est banal de le dire, mais surtout, vous savez, c'était Kennedy qui avait écrit Profiles in Courage, les profils du courage. Et ces gens-là, c'est vrai, c'est formidable, Céline, c'est que Annick Cogent, qui est grand journaliste au Monde et grand reporter au Monde, que l'on connaît bien et qu'on lit, eh bien, ces gens-là ont été là et ils racontent leur histoire. Et leur histoire est aussi extraordinaire qu'ils sont d'une simplicité et d'une sincérité totale dans une saga qui a changé l'histoire, puisque effectivement, si les Ricains, les Australiens et autres n'étaient pas là, on se demande ce qu'on serait devenu. Et oui, alors la plus grande opération militaire de tous les temps, eh bien nous allons vous la raconter dans un instant sur Sud Radio avec Annick Cogent, grande lauréate du prix Albert Londres. Alors restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff. Bonjour. Alors vous dédiez cet ouvrage à votre maman et à ses deux cousins qui ont vécu le 6 juin 1944 à Caen sous le feu. Que vous ont-ils raconté sur l'épopée du débarquement? Oh là là, des tas de choses. Évidemment, depuis que je suis petite, je baigne au fond dans cette histoire. J'avais la chance d'avoir une maman extrêmement joyeuse, qui était une conteuse, mais qui était une conteuse joyeuse. Donc c'est vrai que je pense qu'elle a un peu édulcoré un peu l'affaire quelquefois. Et j'ai vu le D-Day, moi, sous des aspects, l'aspect d'une grande épopée extraordinaire, qui évidemment passionnait mes frères et moi, puisqu'elle nous racontait ça le soir souvent, et c'était sous forme de feuilleton. J'ai pas vu beaucoup les aspects douloureux. Il y avait le côté courageux. Ils sont venus nous aider, ils nous ont sauvés, etc. Elle racontait peu la façon dont la maison de mes grands-parents, la sienne donc, a été bombardée. Ils ne l'ont plus retrouvée, elle était en ruine et que, évidemment, ils avaient tout perdu, ils sont partis, il y a eu l'exode, etc., etc. Mais ce jour-là, la façon dont elle nous l'a raconté, effectivement, me donnait l'idée d'un truc insensé, d'une opération tellement bien préparée, avec des jeunes hommes qui avaient entre, 17 et 22 ans, qui arrivaient tout feu, tout flamme pour la liberté, au nom de la liberté. Alors, c'est à peine caricatural, parce que ils n'arrivaient pas tous avec un idéal absolument incroyable, certains savaient pas trop pourquoi ils étaient là, mais quand même, ils savaient qu'ils faisaient une guerre juste. Et il y avait quand même l'idée qu'ils étaient du
bon côté et qu'ils étaient là pour lutter contre le mal. Donc ça, c'est déjà, au moins, il y avait ce préalable. Et puis, The good guys against the bad guys. oui, vraiment. C'est ça. Alors, quelquefois, on a tendance à penser que dans les Non, films non, américains, c'est caricatural. Mais là, Il y a non. eu d'autres guerres qui, sans doute, étaient vraiment pas aussi justes que celle-là. Mais celle-là, oui. Ces jeunes hommes n'avaient pas de doute sur le bien fondé de ce qu'ils faisaient. Alors, ils n'avaient pas tous envie d'offrir leur vie, bien sûr. Certains, oui, étaient prêts à ça. Et l'idée de la mort était possible. Mais tous, de toute façon, se disaient qu'ils faisaient un truc qui valait le coup. Et ils aimaient leur pays très fort. Et la liberté était vraiment la grande bannière pour laquelle ils se battaient. Eh oui. Alors en 1994, pour le 50e anniversaire du D-Day, vous êtes parti donc à la recherche des combattants du 6 juin 1944, ce que ma mère enfant aurait pu apercevoir dans la région de Caen, écrivez-vous dans votre livre. Comment avez-vous mené votre enquête ? Au départ, un peu sur la pointe des pieds, j'ai profité de tel voyage à New York pour un reportage pour Le Monde, un autre à Toronto ou à Londres, pour essayer de rencontrer des associations de vétérans, essayer d'avoir telle ou telle adresse, etc. Et je me rappelle ma première rencontre d'ailleurs à New York, dans un restaurant de la 57e rue. C'était avec le ranger de la Pointe du Hoc. Donc, un des héros fondamentaux réellement de ce jour-là. Je me suis rendu compte que j'étais pas très bien outillée parce qu'au départ, je savais pas très bien, moi, pourquoi ils avaient débarqué, par exemple, à marée basse. Ce qui est une évidence maintenant quand on sait l'histoire. Mais je me disais que ça aurait été quand même plus simple à marée haute. Ils arrivaient au haut des dunes et puis ils étaient moins sous le feu de la mitraille. Mais non, bien sûr. Et c'est là qu'il m'a expliqué, alors en me montrant ce que c'était les asperges de Rommel. Et Moi, oui, je les savais pas fameuses. ce que c'était les asperges de Rommel. En fait, Et oui, ce sont des... Alors c'est quoi, Dites-moi. pardon, c'est quoi les asperges de Oui, Rommel? alors justement, ce qui est très touchant dans votre livre, c'est que vous racontez justement que les vétérans avec Ouais. lesquels vous déjeuniez, Oui. ils vous racontaient justement à l'aide des couteaux et des fourchettes Oui. ce que Mais oui. représentaient ces Et asperges. voilà, il pointait le couteau comme ça, la fourchette qui croisait, en disant, et en plus, au haut de tout ça, donc c'était des poteaux plantés dans le sable, sur les plages, très très loin sur les plages. Donc effectivement, si on arrivait à marée haute, on ne les voyait pas. Et qu'est-ce qu'il y avait au haut de tous ces obstacles et de tous ces poteaux? Des mines, Eh des oui. mines qui ont explosé oui, d'ailleurs. des millions. Mais des millions. Des millions de mines Des ouais, ont millions été de posées, mines. ouais, Et c'est puis il y avait mille impressionnant. obstacles, Ouais. des rails de chemin de fer, etc., des croisillons, enfin ce qu'on appelait les portes belges. Il y avait des milliers d'obstacles qui ont été mis par Rommel, installés grâce ou à cause de Rommel sur les plages, effectivement, qui changeaient tout. Et c'est à cause de ça que prévoir le débarquement a été compliqué. Il fallait que ce soit à marée basse, il fallait qu'il y ait pleine lune, si possible. Oui, c'est ça. Ouais. Donc il y avait plein vraiment de critères qui étaient très importants à remplir. C'est pour ça qu'ils étaient arrivés à la date du 5 juin. Et puis voilà, la tempête s'est levée, ça a été Oui, ça a été épouvantable. décalé, Et qu'on ouais. a différé d'une journée. Et oui, c'est vrai que vous le racontez que pour Eisenhower, ça a été véritablement un casse-tête. Le choix et l'heure, effectivement, de ce Tellement débarquement. compliqué. Ouais. La marine exigeait la marée basse, les parachutistes Incroyable. exigeaient le clair de lune, si possible, en tout cas, pour qu'il y ait le moins de difficultés en se posant au sol. Enfin, il y avait un nombre de critères qui étaient extrêmement compliqués. Ça a été donc un calcul très difficile. Et oui, et vous dites justement qu'un GI vous a précisé à ce sujet que seulement 3 jours Oui. par mois Oui. répondaient à ces exigences. Mais oui, et donc quand la tempête se lève début juin et tout le monde se dit « Oh non, c'est pas possible » parce que s'il y a la tempête, ça veut dire que les barges vont dévier, qu'il y aura des creux de 2, 3, 4 mètres, etc. Les hommes vont être malades. Ils l'ont été d'ailleurs. Mais enfin, ça aurait pu être encore pire que les hélicoptères, les planeurs allaient se poser bien au-delà des cibles premières. Les aviateurs exigeaient aussi qu'il n'y ait pas de nuages. Comment est-ce qu'on peut exiger qu'il n'y ait pas de nuages? Il y en a eu plein. Mais pour bien viser leur cible, C'est les ça, petits avions ont pu aller sous les nuages, mais les gros bombardiers ont loupé leur cible parce qu'il y a eu beaucoup de nuages. Bref, c'était le 6 juin a été très difficile d'ailleurs pour choisir la date, même à 24 heures près. Et quand d'ailleurs ils ont voulu changer de date, se dire bon, peut-être dans 24 heures ou bien alors on attend un mois, c'était trop tard. Ils avaient déjà fait partir C'est plein de ça, bateaux. ouais. Comment est-ce qu'on retient les bateaux qui étaient déjà en pleine Manche? On pouvait plus les faire revenir. Et puis garder le secret. Et le oui. secret était tellement important. Parce qu'il y avait déjà plus de 150 000 hommes qui avaient pris Exactement, la mer, ouais. c'était trop tard, donc on Et pouvait ouais. différer d'une journée, pas plus. Et donc le 6 juin, ça s'est pas si mal passé, mais c'est vrai que c'était pas les conditions optimales du tout.
Eh oui. Alors le 6 juin 1944, à 0h10, Overlord a démarré. Le monde entier l'ignore encore. Les Allemands n'ont rien deviné. Mais la plus grande armada, effectivement, de tous les temps est en route vers les côtes de France. Wally Parr, un Anglais de 22 ans, et lui, dans le planeur de tête, lui et ses troupes chantent ceci. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye. Alors là, il s'apprêtait à réaliser la toute première mission suicide sur le sol normand. Il se sentait invincible, écrivez-vous. Oui, d'abord ils étaient extrêmement préparés. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette opération a été... C'est dingue, c'est une mécanique de précision incroyable et puis c'est une préparation sur des mois d'entraînement le plus rude pour toutes les troupes. Réellement, même les plus jeunes ont été extrêmement préparés dans des conditions très difficiles, mais on leur a donné quand même un maximum de moyens. Et ce qu'il faut aussi savoir d'ailleurs, j'ai lu ça récemment, mais qu'il y a finalement eu plus de morts dans la préparation du débarquement que le jour J lui-même. Vous vous rendez compte? Donc des milliers de jeunes gens sont morts pour préparer le débarquement, pour des répétitions, des tirs, etc. Oui, d'accidents, ou bien alors il y en a un qui me parle d'ailleurs de Slapton Sands. Pendant des décennies, ils n'ont pas eu le droit d'en parler. Sans ça, il serait passé en cour martiale. Slapton Sands, c'est un débarquement, un petit débarquement, un essai de débarquement qui a lieu sur la côte ouest de l'Angleterre. Ah oui, il y a une répétition. Il faut une répétition et ça merde, si je peux dire. Et ça cafouille. Et en plus, au dernier moment, des vedettes allemandes arrivent et commencent à tirer dessus. Il y a eu plus de 800 hommes qui sont morts à ce moment-là. Et on a effectivement dit à tout le monde, vous vous taisez. Et plus personne n'a parlé de Slapton Sands. C'est-à-dire qu'un des hommes me disait, parlez-en. Pour mes copains qui sont morts ce soir-là, je vous en supplie, parlez-en, parce que nos états-majors ne sont pas donner la possibilité d'en parler. Oui, ça a été très très rude. En tout cas, Wally Parr, il se sentait quand même invincible parce que tellement bien formé, puis une espèce de, c'est pas un lavage de cerveau, mais on leur disait, allez-y, vous êtes très forts, vous ne pouvez pas échouer. Et c'est ce que disait la veille d'ailleurs Eisenhower, qui leur a dit, vous partez pour une magnifique croisade. Donc ils étaient forts de tous ces mots. Wally Parr était très particulièrement courageux. Certains partaient quand même, il a trop de ventre. Ils avaient peur, oui. Et oui, surtout que leur mission était... était très importante. Était suicidaire, enfin, quelque chose. Voilà, c'était quasiment suicidaire. Parce qu'il fallait qu'ils capturent effectivement les deux ponts situés à l'est de Caen pour couper en fait toutes les voies de communication pour les renforts allemands. Enfin, voilà, c'est ça. Il y avait les hommes qui allaient arriver par dizaines de milliers sur les plages, et puis on mettait quand même quelques hommes à l'intérieur des terres pour couper la route des Allemands à l'est et à l'ouest. Et c'était la mission de Wally Parr et de ses hommes et de ses camarades, prendre Pegasus Bridge, en fait. C'est ça. Le fameux pont de Bénouville, effectivement. Le fameux pont de Bénouville. Et c'est incroyable parce qu'il était en planeur. Moi, je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on conduit un planeur, parce qu'ils sont effectivement tirés par un câble qui après repart en Angleterre. À un moment donné, on les largue. Et après, ils se posent. En fait, ils s'écrasent. Et ils peuvent s'écraser sur les arbres, ils peuvent s'écraser sur le pont. Et là, quand même, c'était vachement bien fait. Ils sont arrivés, il en revenait pas lui-même, à 20 mètres du pont dont il avait vu la maquette. Il regarde en sortant du planeur. Ouais, en effet, le pont est bien là. Incroyable. Et ce qui est très touchant, c'est que vous racontez que Wally Parr, après la guerre, donc il s'est remarié, surtout en 1991, à une Française rencontrée à Bénouville, près du fameux pont où il a choisi de vivre sa retraite. C'est fou. Mais vous savez, ils sont tous restés attachés aux idées. D'abord parce qu'ils y ont perdu une partie de leur enfance. Ils ont enterré, je pense, pour beaucoup leur enfance ce 6 juin. Et puis ils y ont laissé beaucoup de camarades. Et ça, c'est un truc fou. Ils en parlaient toujours les larmes aux yeux d'ailleurs, et ils disaient c'est drôle parce que personne ne pleurait ce jour-là, y compris devant la mort d'un copain. C'est comme si on gardait toute cette eau pour plus tard. Eh oui. Alors, autre vétéran que vous avez rencontré, c'est Bill Tucker. Il a 20 ans. Quand il s'apprête donc à sauter sur Sainte-Mère-l'Église, on est le 6 juin, donc 1944, à 11h15. Dans quel état d'esprit lui et ses camarades étaient-ils à ce moment-là? Là, lui aussi, il se sent fort. Il doit gagner. Sainte-Mère-l'Église, c'est l'opposé justement de Pegasus Bridge. Donc c'est un endroit très important parce qu'après les hommes de la plage doivent les relier. Et
Et en fait, il va tomber dans un endroit où les Allemands sont quand même très très présents, et même quand il saute en parachute, autour de lui, il voit sauter d'autres hommes, donc tomber d'autres hommes qui sont criblés de balles avant même d'atteindre le sol. Donc ça va être épouvantable. Mais oui, alors il y en a un qui est fameux, qui est resté accroché et qui a fait le mort, qui est resté accroché au sommet du clocher de Sainte-Mère-Église. D'ailleurs, quand on va à Sainte-Mère-Église, il y a une espèce de maquette où on voit toujours John Reed. Mais les autres ont eu beaucoup de difficultés parce que après Sainte-Mère-Église, on tombe dans le bocage normand et la Rommel avait fait inonder le bocage. Donc beaucoup aussi de copains de notre homme, de Bill Tucker, sont tombés dans des marais. Et comme ils étaient tous équipés d'un sac à dos qui faisait 30 kilos, certains se sont noyés, tout simplement en se posant, tombant du ciel, et ont immédiatement été coulés, ont été renversés, n'ont jamais pu relever la tête des marais. Et mourir noyés dans les marais près de Sainte-Mère, c'était désolant. Combien de morts Oui. Soir du 6 juin. Oui, à peu près 10 000. Ce qui est finalement pas tant que ça. C'est affreux de dire ça parce que c'est une hécatombe, évidemment. Mais on pensait que ce serait beaucoup plus, en fait. Et comme si on considère qu'il y a eu près de 150 000 hommes qui ont débarqué ce jour-là, 10 000, finalement, c'est pas tant que ça. Il y avait 40 000 Allemands sur les plages. Ou près des plages, 40 000, et il est mort aussi 10 000 Allemands. Donc vous voyez, la comparaison quand même montre la supériorité américaine, et ils étaient très entraînés. Et oui, ce qui est très touchant, c'est que Bill Tucker vous a raconté, donc après la guerre, il est devenu procureur général de l'État du Massachusetts. Il vous a dit: j'ai servi 4 présidents des États-Unis, j'ai été un bon juriste, un fidèle rassembleur de vétérans. J'ai eu une famille merveilleuse, mais la chose la plus importante de ma vie a été d'avoir été du D-Day. C'est fou, hein? C'est fou. J'imagine que la plupart des gens vous ont dit ça, non? Est-ce que la plupart des gens, leur souvenir le plus important, c'est le D-Day? Ceux qui ont participé au D-Day. Alors après, il y en a d'autres qui ont débarqué, mais le jour même, D-Day plus 1, plus 1, plus 2, plus 10, plus il y en a qui ont débarqué en juillet. Mais ceux qui étaient du D-Day... Ah oui, c'est un truc fou. D'ailleurs, il y en a un qui m'a dit, pour moi, c'est le jour le plus important de ma vie, je voulais qu'il soit gravé. Ça. Alors j'ai épousé ma femme le 6 juin. Comme ça, elle pense que je fête mon anniversaire de mariage. En fait, je fête le D-Day. D'ailleurs, il le fait avec ses copains. Incroyable. En tout cas, il y avait un vétéran que vous teniez absolument à retrouver. Il s'agit de Bill Millin, le fameux joueur de cornemuse. Le 6 juin 1944, à 13h, son instrument a retenti dans la région de Bénouville, et les habitants ont pu entendre ceci. Alors, cette marche des gardes écossais... Pourquoi l'a-t-il joué sous la mitraille allemande? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est complètement dingue dans cette bataille. Mais oui, on peut se dire, c'est tellement incroyable et pas raisonnable quand même d'arriver de débarquer sans armes. Il jouait sous la mitraille. Il jouait vraiment. En fait, il trouvait que c'était un honneur. Il avait été choisi pour être le piper, donc la cornemuse du D-Day, par Lord Lovat, qui était un général écossais d'un clan aristocratique et qui avait dit, certes, il y avait des règles qui disaient qu'il y a eu tellement de cornemuses, de pipers morts pendant les guerres précédentes que non, là, il n'y aura pas de cornemuse. Et Lord Lovat avait dit, j'en ai rien à faire. C'est un ordre anglais. C'est un ordre anglais. Moi, je suis écossais, j'aurai mon piper. Il choisit Bill Millin, qui est donc très honoré, qui veut être à la hauteur du jour et à la hauteur de Lord Lovat. Et donc, même quand il est sur la barge et qu'on leur dit, vous devez bientôt débarquer, dans 10 minutes vous débarquez, lui qui est en uniforme comme les autres, il va vite mettre son kilt. Parce qu'un piper se doit de débarquer en kilt avec ses chaussettes blanches, etc. Bon, alors, le kilt est mouillé, mais au moins, il fait son entrée sur la plage, alors que ça, effectivement, sa mitraille, lui, il arpente la plage. Il risque d'être tué, bien sûr. Il l'a pas été. On dit toujours, il y a une petite chance pour les pipers, j'en sais rien. Ou certains ont dit, les Allemands le prennent pour un fou. Donc c'est ça, il y a cette petite histoire. Mais c'est vrai que pour Lord Lovat, c'était une tradition. Ça tenait les hommes qui se disaient, waouh, c'est juste incroyable ce qu'il est en train de faire. Donc, si lui ose le faire, ça
inspirer aussi du courage aux hommes Eh de oui. se tenir. Ça Ouais. mobilise. Et puis lui, il pensait, faut pas que je fasse de fausses notes. Lord Lovat, qui est lui-même un joueur de cornemuse, le remarquerait. Je suis pas sûre que c'était le plus important, mais c'est amusant. Et je l'ai rencontré après à Montparnasse. Il me donne, j'essaie de le retrouver, j'ai enfin, et puis il me dit, je serai à Paris. Alors je me dis, chouette. Et j'avais une toute petite photo de lui quand il avait 17 ans. Je me dis, je suis pas sûre de le reconnaître. Il m'attend à la réception de ce petit hôtel. En kilt. Ah, j'adore. Mais ce qui est très touchant dans votre livre, c'est que vous racontez effectivement des scènes de guerre incroyables, notamment quand Lovat donc lui demande de traverser un pont sans arrêter de jouer. Dès qu'il met un pied sur ce pont, les rafales se sont tues. Bon, quelques secondes, mais elles se sont tues. Oui. Impressionnant. Mais c'est tellement surprenant. Enfin, on est en pleine guerre. Il y a des snipers. On lui dit d'ailleurs, fais gaffe, il y a des snipers. Il se dit, Lord Lovat m'a dit d'y aller. J'y vais. Et il a The Blue Bonnet, je crois qu'il joue à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, je pense que tout le monde, dans la stupéfaction générale, on tire pas sur un musicien. Enfin, c'est complètement fou. Et puis, effectivement, c'était un son qui résonne très très fort. Et ça voulait dire aussi au général Howard, qui l'attendait, lui, depuis très tôt le matin, qui attendait la relève venue de la plage, que ça y est, ils arrivaient et qu'ils allaient pouvoir serrer la main, l'opération marchait. Et oui, et vous dites effectivement que Bill, enfin, il vous a dit plutôt que cette cornemuse du 6 juin, lui a permis notamment de rencontrer la reine mère. Racontez-nous cette anecdote de la rencontre. C'est drôle parce que lors d'un anniversaire, effectivement, la reine mère est là et lui, donc, il se fait tout petit quand même, tout écossais qu'il est, malgré tout, quand même, elle impressionne la reine mère. Et elle lui dit, mais vous savez, je sais pas si c'est dans 1000 ans, mais en tout cas, on aura complètement oublié que j'étais là et qui j'étais. Personne n'aura oublié le Piper du Titay. Et c'est vrai. Et il a d'ailleurs une statue maintenant au-dessus de la plage des Anglais. Oui, à Colville, Montgomery, c'est ça, effectivement. Montgomery. Annick Cogent, ce jour de gloire et de folie, point de bascule de la Seconde Guerre mondiale. Nous allons continuer de vous le raconter, chers auditeurs de Sud Radio, dans un instant. Alors restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, là, c'est la musique du film Le jour le plus long, André Berkoff, composé par Maurice Jarre. Alors, Annick Cogent, des mois avant le D-Day, une opération incroyable a été mise en œuvre pour faire croire aux Allemands donc, que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais. Alors, à ce sujet, que vous a raconté le major allemand von Luck? Oui, parce que juste un mot, c'est ça qui est très bien aussi dans votre livre, Annick Cogent. Vous n'êtes pas resté sur ceux qui ont débarqué. Non. Vous avez interviewé aussi qui était de l'autre côté. oui, pour avoir une idée de ce jour et de la fièvre et de la folie de ce jour, c'était intéressant de voir de l'autre côté. Et que le hasard a fait que je me promenais, si je peux dire, dans un cimetière allemand, et là j'ai vu un homme qui était prostré sur une tombe. On a commencé un petit peu à se parler, à se sourire, puis se parler, et puis voilà, il m'a raconté son D-Day. Mais c'est vrai que le major allemand, le major dont vous parlez, là, lui, je suis allée le chercher à Hambourg. C'était un des plus établis. Lui, il avait 33 ans, alors que les autres petits Allemands que j'ai rencontrés avaient 17 ans. À l'époque, ils étaient enrôlés de force. Ils avaient vraiment pas le choix. Ils n'avaient pas du tout envie d'être sur les plages de Normandie. Mais le major Hans von Luck, lui, était un aristocrate aussi allemand et qui a toujours, dont la famille a toujours été militaire. Donc, et qui était fan de Rommel, élève de Rommel, avait suivi Rommel en Afrique du Nord, etc. Et lui, il décolère pas. C'est-à-dire que dès 2h, 3h du matin, il y a le téléphone qui sonne, il est dans son état-major à Caen, près de Caen, à l'est de Caen, et on lui dit, il y a des parachutistes à tel endroit, il y a un planeur qui s'est écrasé à tel endroit, il sent qu'il y a des mouvements, etc. Il dit, bon, faut qu'on riposte, vite, faut qu'on appelle. Le hasard faisait quand même que Rommel était parti fêter l'anniversaire de sa femme en permission, donc fêter l'anniversaire de sa femme en Allemagne, juste ce 6 juin, pensait qu'il faisait tellement mauvais que c'était pas, il n'y avait pas de risque. Il y avait d'autres qui étaient du côté de Rennes pour faire des exercices militaires. Enfin bref, c'était un peu la débâcle de toute façon dans l'état-major. Et donc lui se rend compte que waouh, il se passe quelque chose de grave, il peut y croire. D'ailleurs, Rommel pensait que ça
pouvait avoir lieu en Normandie, contrairement à Hitler et contrairement à beaucoup de gens. Ils se sont presque tous trompés. Ils se sont presque tous trompés et c'est inouï. Les moyens, l'inventivité d'ailleurs des Alliés pour faire croire que ça allait se passer dans le Nord-Pas-de-Calais, des leurres, des chars qui étaient en plastique pour eux, des faux chars de bâche, etc., des messages codés, des faux amassages de troupes, enfin bon, bref, pour que les Allemands se plantent. Mais ce qui est incroyable quand même, c'est qu'il n'ait pas pu organiser cette contre-attaque. C'est dingue. Il a tout fait, il a appelé ses supérieurs, personne il faut n'était y là. aller, il faut y aller. On disait mais non. Personne n'y croyait, on disait c'est sûrement une opération de diversion, arrêtez. Où les ordres n'arrivaient pas, ils tempêtaient, ils disaient c'est pas possible, on peut encore les freiner. Et ils ne savaient pas encore l'ampleur des troupes qui allaient arriver. Là, on est à 2h, 3h, 4h du matin. Il y a des prisonniers qui sont faits, il va un petit peu les interroger, puis il y a un prisonnier américain bravage qui dit vous allez voir ce que vous allez voir tout à l'heure. Des centaines de milliers d'hommes vont arriver. Et là, il perçoit très bien. Et donc, il téléphone tous azimuts. L'ordre de la contre-attaque n'arrivera jamais. Je l'ai rencontré 50 ans après, à Hambourg, chez lui. Il avait étalé les cartes encore de Normandie et il décollerait pas. Et il me disait, voyez, si on avait mis là des hommes là, et là, s'ils étaient venus de Rennes, j'aurais pu déjouer ce D-Day. Et oui, mais surtout qu'en plus, ce qui est terrible dans son histoire, c'est qu'il apprendra en 1971, suite à la publication donc, du livre d'un commandant de char, qu'un ordre de contre-attaque avait bien existé. Mais qu'est-ce qui fait donc qu'il ne lui a pas été notifié à l'époque? Il comprend pas, il a l'air de me dire, il sous-entend, il a jamais voulu aller plus loin, en disant, il est vrai que Speidel était très francophile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un aurait trahi et il ne l'excluait pas, mais il n'a pas voulu aller plus loin. Donc c'est très étrange ce qui s'est passé du côté de l'état-major allemand cette nuit-là, réellement. Des gens n'étaient pas là, Rommel n'était pas là. Heureusement. Mais on ne pouvait pas réveiller Hitler non plus, parce que c'était la pleine nuit, Hitler dormait très très tard, enfin bref, prenait des cachets, fallait pas réveiller Hitler, et puis quand il l'a su, de toute façon, il n'y croyait pas non plus. Donc, oui, et il vous a dit l'Allemagne devait de toute façon perdre la guerre. Rommel me l'avait prédit en mars 43, au moment où nous nous retirions d'Égypte. Eh oui, il pensait que Rommel pouvait être pessimiste. Et Dieu sait si pourtant Rommel a été très respecté. C'était un héros pour les Allemands. Il a mal fini, mais le renard, voilà, parce qu'il avait vraiment vaincu et fait des choses absolument incroyables en se battant en Afrique du Nord. Mais c'est vrai que Rommel toujours à penser que le débarquement pouvait avoir lieu en Normandie. Il avait fait fortifier le mur de l'Atlantique. C'est 4400 kilomètres. Ce qu'il avait fait, enfin, tous les asperges de Rommel. Oui, les bunkers, les blocos, ce qu'il a fait tout au long de la frontière, enfin, le mur de l'Atlantique. C'est immense. Le mur de l'Atlantique. Oui, il en reste. Les bunkers, il en reste encore. Il en reste. Et oui. Alors en 1994, dans le cimetière allemand de la Cambre, au nord-ouest du Calvados, vous avez rencontré Frank Gaukel. Il a 18 ans. C'était un petit couvert de Westphalie. Et il a vécu des minutes d'enfer, vous le racontez, dans un blockhaus d'Omaha Beach. Il est 5h30 ce 6 juin 1944 quand il aperçoit à l'horizon l'armada alliée. Quel souvenir a-t-il gardé de ce moment? C'est un truc fou, parce que lui, il vivait dans son blocos, il attendait des nouvelles de sa mère, qui lui écrivait quasiment tous les jours, puis s'habituait finalement à vivre en Normandie, il allait à la ferme, il trouvait sympa les Français, enfin bon. Et puis il avait ses copains qui avaient tous 17, 18 ans, etc. Et il n'avait jamais voulu il avait été enrôlé de force, ses parents auraient été fusillés s'il avait dit non, donc bon, pour lui il était là, il essayait de s'adapter. Tout d'un coup, il y a l'alerte générale, on le met à son poste, il est cramponné à sa mitrailleuse, il peut pas croire que ce soit vraiment l'invasion. Et puis petit à petit, la nuit se déchire, les nuages finissent par disparaître ou à peu près, et il voit cette masse, il est face à la mer, il est dans le bunker en face d'Omaha Beach, il voit arriver des milliers de bateaux, il se dit, c'est pas possible, ça doit être des navires allemands. Parce que l'idée que ce soit des navires américains est tellement impensable. Pas des milliers qui arrivaient tout droit sur lui. Certes, il est protégé par une mitrailleuse, mais enfin, il en voit quand même. Il va y avoir des milliers d'hommes qui vont débarquer. Donc, il est mort de trouille. Il fait sa prière, il pense à sa mère, etc. Et puis, on lui dit, tu tires, parce qu'il n'y a pas de réserve folle de
d'armes, tu tires quand tu verras les visages. Et là, il les voit arriver et il commence à distinguer les silhouettes et les visages. En effet, les hommes sortent et alors il actionne sa mitraillette tant qu'il peut. En même temps, il y a les bombardements. Très vite, il va se retrouver dans la poussière. D'ailleurs, il va perdre 3 doigts d'une main et il va finir par être fait prisonnier. Mais là, ce petit Allemand qui disait « Je voulais tellement pas être là, je voulais pas être là ». Mais c'est le cas de la plupart. En fait, beaucoup de jeunes Allemands n'avaient pas été bien formés, étaient là contre leur gré. Et ce qui m'a frappé aussi, ce que me raconte un Américain qui, à un moment donné, donc, a tué plusieurs Allemands, alors qu'ils étaient tous en train de partir en courant. Il a voulu regarder un Allemand, l'Allemand qui voulait tuer. Et donc, il est revenu en arrière, juste, il sait pas pourquoi, pour voir son visage. Et il a, au bout de sa mitrailleuse, il a soulevé le casque. Et c'était un Mongol, en tout cas c'était un Asiatique. Alors il était sidéré, il est allé un peu plus loin. Les 5 Allemands qu'il venait de tuer étaient tous des Asiatiques. En fait, plein d'Allemands venaient du front de l'Est, étaient des prisonniers que les Allemands avaient fait sur le front de l'Est, à l'autre bout de la Russie, et les avaient amenés pour couvrir pour défendre les plages normandes. Enfin, c'était complètement fou. Donc, ils n'étaient pas très loyaux non plus et pas très attachés à défendre l'armée allemande, évidemment. Eh oui. Alors revenons à un ranger. Vous en avez parlé il y a quelques secondes sur Sud Radio. Len Lommel. Lommel, pardon. Vous l'avez rencontré à Manhattan. Alors lui, il est 17h10, 6 juin 44, quand il s'apprête à escalader la pointe du Hoc, cette fameuse falaise qui était très stratégique. Elle était située à mi-chemin entre Omaha et Utah. Oui. C'était vraiment une mission suicide, mission délicate. C'était dingue. Ouais. Et Eisenhower avait même hésité parce que c'était tellement fou. Et en même temps, la résistance, tous les renseignements leur disaient qu'au haut de cette falaise, il y avait une batterie de canons qui pouvait s'orienter vers Utah et vers Omaha. C'est-à-dire pouvait détruire des milliers de personnes. Il fallait l'éliminer. Il fallait la prendre. Ouais. Il fallait absolument la prendre. Et il y avait que les Rangers qui pouvaient faire. Ils se sont entraînés pendant des mois dans des conditions absolument dingues. On les faisait courir, on les faisait grimper, on les faisait vraiment. Ils étaient très formés et Len Lommel se sentait lui aussi invincible. Ils étaient la crème de la crème, disait-il. Donc vraiment, c'était une mission pour les Rangers. Simplement, la tempête a fait dévier leur barge. Ils sont arrivés avec un quart d'heure de retard. Il n'y avait plus d'effet de surprise. Les Allemands les attendaient. Et eux, ils devaient monter cette falaise. Donc avec... à main nue, ça mitraillait partout. C'était horrible. Ça mitraillait. Les Allemands se penchaient pour leur tirer dessus, alors que eux, ils montaient à travers des cordes. Il y avait des grappins qui se détachaient. Il a vu plusieurs de ses copains dont les cordes étaient par les Allemands, retomber en arrière en rebondissant sur les roches et en hurlant. Enfin, il continuait à monter, et il est arrivé en haut. Et là, il n'y avait pas de canon. Et c'est pour ça, c'était effroyable. Et dans plusieurs livres d'histoire, on a commencé à dire ça. Il n'y avait pas la batterie. Déception totale. C'était apocalyptique au haut de la pointe du Roc parce qu'elle avait été bombardée aussi. En fait, il y avait des bunkers souterrains. Les Allemands sortaient de ces bunkers. Enfin bref, c'était apocalyptique. Et il n'y avait pas la batterie. Donc ils ont tous désorientés, etc. Puis après, on dit, faut continuer. De toute façon, faut relier les gens qui étaient prévus. Et quand même, Len Lommel, lui, dit c'est pas possible qu'elle soit là. Il regarde des traces, etc. Et qu'est-ce qu'il voit? Des traces effectivement qui semblent aller dans les fourrés un peu plus loin. Et il suit les traces et il trouve la batterie qui était cachée. Il y avait des fils, qui étaient cachés. Derrière, il y avait un groupe d'Allemands d'ailleurs. Ouais. Et donc très discrètement, avec un de ses potes, il met dans des grenades qu'ils avaient. Ils avaient tous des grenades thermites et ils les mettent dans les canons, les fûts des canons. Et ça va exploser. Il va repartir après en chercher 2 autres parce qu'il n'a pas de quoi tout détruire. Mais pas Eisenhower d'ailleurs, un grand historien de la Seconde Guerre mondiale a dit finalement le succès du D-Day, on le doit à Eisenhower et à Len Lommel, qui a fini par détruire ces canons. Et, me disait-il, ne croyez jamais Cornelius Ryan. Cornelius Ryan, c'est celui qui a écrit Le jour le plus long, après, d'abord un livre, puis après le film. Et il disait, il nous a fait un mal fou aux Rangers, parce qu'il a écrit que ça avait été un échec, la pointe du Hoc, que ces jeunes gens étaient morts pour rien. Non. Enfin, me disait-il après, l'écrivain avait voulu le rencontrer, mais il a dit, j'ai dit pour nous rencontrer, il faut qu'on soit 2. Les Rangers ne parlent toujours que devant un autre Ranger, pour dire la vérité, pour être sûr qu'ils disent la vérité. Et Cornelius Ryan a refusé, et donc ils ne se sont jamais vus. Et
persuadée que vraiment il y a eu un horrible mensonge à propos du D-Day qui a mis beaucoup de temps à être corrigé. Oui, les canons ont été détruits et par ce héros qui était tout jeune, qui avait 24 Annie ans. Cogin a corrigé Cornelius Ryan, faut le dire. En tout cas, ce jour-là, ils étaient 225 à avoir pris la mer. Avec lui, ils furent 180 à parvenir au sommet de la pointe. Il ne serait plus que 90 le lendemain. 90, il a perdu l'essentiel de ses amis. Et il a continué, et il a été blessé, etc. Mais il a continué. Oui, c'est un vrai héros du D-Day. Un héros, on aime ces héros. Alors, autre grand témoin du D-Day que vous avez rencontré, Annie Cogin, c'est Charles Lynch, jeune correspondant de guerre canadien. Il a 24 ans quand il est débarqué de bon matin dans le secteur de Juno Beach. Il écrira sa première dépêche à 20h. On vous raconte tout dans un instant sur Sud Radio, alors restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles Du côté de Nogent. Et puis de temps en temps Et oui, André, à la Libération, eh bien, tous les Français chantaient ce titre qui a été popularisé à l'époque par la fameuse Lina Margie. Alors, Annie Cogin, parmi les 18 vétérans du D-Day que vous avez interviewé donc pour votre livre qui vient de paraître chez Grasset, qui s'intitule « Nous y étions », il y a Jess Weiss, je ne sais pas si je prononce bien. Weiss. Voilà. Donc, c'était un GI du New Jersey. Alors lui, il a débarqué le 6 juin 44 à 7h15 sur la plage d'Omaha. On appelait Omaha la sanglante. Il a 28 ans et faisait partie, lui, de la deuxième vague de débarquement. La première avait été fauchée par les mines et les tirs allemands. Oh, c'était épouvantable. La première, alors vraiment, ça a été de la chair à canon, réellement, de tout jeunes qui arrivaient, là, ils ont été pris sous le feu. Omaha, en fait, les défenses allemandes avaient été très peu détruites, donc les Allemands les attendaient réellement et ont fauché. Dès que les barges s'ouvraient, les gens étaient mitraillés. Donc quand Jess débarque, lui, la barge s'ouvre, enfin en tout cas la plateforme. D'abord, deux jeunes gens à côté de lui sont guillotinés, quasiment, sont fauchés immédiatement. Et puis lui, il s'élance et puis très très vite, il est sous la mitraille lui aussi. Il est obligé de se planquer, si on peut dire, pendant un petit moment. Il est tétanisé derrière le corps d'un autre de ses camarades. Et cette vision, d'ailleurs, va lui rester comme une vision hypnotique, enfin, pendant très très longtemps. Il va y penser pendant des décennies. Je pense qu'il souffrait il l'a dit d'ailleurs, de post-traumatic stress disorder, comme on dit, le stress post-traumatique, exactement, qui n'avait pas été diagnostiqué, mais il a eu des visions de cette vision d'Omaha pendant des décennies avant d'oser en parler. Et c'était épouvantable, Omaha. Réellement, ça a été la plage la plus catastrophique. Les hommes étaient pris dans tous les obstacles qu'avait mis Rommel. Donc, quand la deuxième vague est arrivée, c'était jonché de cadavres, c'était jonché de gens qui quelquefois hurlaient, d'autres qui s'étaient noyés encore sous le poids d'ailleurs de leur sac, etc. C'était vraiment épouvantable. Et Jess a fini par avancer, mais à quel prix? Et oui, et vous dites effectivement qu'ils avaient vraiment tous peur de mourir. Tous disaient, si seulement je pouvais me choper la blessure à $1 million. Oui, la fameuse blessure, c'est-à-dire que si jamais une balle leur traversait la main, on les mettait parmi les blessés et on les aurait évacués. Et certains se disaient, mais je serais prêt, moi, à me tirer moi-même dans le pied, dans la main, perdre une oreille, n'importe quoi, mais que j'ai une blessure qui me fasse fuir quasiment du front. Dieu sait s'ils étaient pourtant courageux, mais là, c'était terrible de se dire, de toute façon, je vais être troué de balles dans quelques minutes ou quelques secondes. La mort pouvait les cueillir à tout moment. Certains y étaient presque résolus, pas Jesse, mais certains y étaient. Ce qui a été le plus impensable pour eux, curieusement après, c'est la mort de leur copain. Et de ça, ils ne s'en remettent pas. C'est terrible et je n'avais jamais compris. Oui, c'est ça. Moi, je suis là et eux sont partis. J'avais du mal à comprendre avant ce que ça voulait dire la fraternité, enfin les frères d'armes. Ils ne peuvent parler. Jess Weiss était obsédé. Après, il s'en est sorti, mais par l'idée de retrouver ses copains. Il n'y a qu'à eux qu'ils pouvaient parler de ça. Il n'y a qu'à ceux qui avaient vécu sur Omaha qu'ils pouvaient évoquer quelques images et quelques souvenirs, le bruit, la fureur, etc. Ils pouvaient en parler à personne, surtout pas
à sa femme, à ses filles, etc. C'était indicible. À ses potes, oui, les compagnons d'armes, et pleurer tranquillement ceux qui étaient restés sur la plage. Alors Annick Cogent, un mot sur Charles Lynch, qui était le plus jeune correspondant de guerre du D-Day. C'est à Ottawa que vous l'avez rencontré. Sa présence en France, c'était en quelque sorte un miracle. Oui, bien sûr, il était tout jeune, il n'avait pas encore fait ce genre de choses, d'opérations très risquées, et donc il se trouve enfermé au départ au secret pendant quelques semaines d'ailleurs en Angleterre. Personne ne sait où ils vont débarquer, puis on les embarque dans un ferry, enfin il passe du temps à l'île de Wight, il est dans un ferry, tout le monde est un peu malade, il y a vaguement un piano dans le ferry, donc dans la nuit il joue un peu du piano, et puis à un moment donné il faut y aller aussi. Donc là ils sont moins sous la mitraille quand même, ils arrivent un peu plus tard, mais tout de même. Et il me dit, je saute dans l'eau, donc, et c'était pas évident, parce qu'au-dessus de ma tête, j'avais ma Smith Corona. Alors, je regarde, c'est quoi une Smith Corona? Il me dit, oh, vous êtes journaliste, vous devriez savoir, c'est nos machines à écrire, donc bien enveloppées pour qu'elles soient mouillées. Oui, alors, au-dessus de sa tête, à gauche, avec au haut de la main gauche. Et il dit, et au-dessus de ma tête, la à droite, cage de pigeon. Voilà. J'avais ma cage. Je me suis dit, non, de quoi il parle? Et comme c'était en anglais, je me suis dit, j'ai mal compris. Non, il avait une cage de pigeons voyageurs, 15 pigeons voyageurs qui se battaient. Il avait une volière au-dessus de la tête. Et c'est fou parce que bon, il va se passer plein de choses dans la journée. Il va perdre le pool de presse, etc. Il va dormir chez un vieux paysan normand qui lui dit, je vais vous faire un lit. Et il écrit son article le soir, donc 20h. Et il sait même plus trop bien qu'est-ce qu'il a dit parce que le seul fait de pouvoir écrire un article était dingue. Je suis sur le sol de France. Le lendemain, il regarde toujours sa cage de pigeons voyageurs. Bon, il a un petit peu peur, il ne sait pas comment les nourrir, etc. Puis le lendemain, il retrouve le pôle de presse. Il présente son papier au censeur, le lieutenant censeur, qui relit son papier, qui fait plein de trous. Parce qu'il fallait pas qu'il dise oui, on est à quelle heure, etc. Donc il y avait encore plein de choses. On lui rend sa feuille pleine de trous. Il me dit ça ressemblait à une feuille de limonaire. Et puis on lui donne un autre papier pour retaper son article. J'imagine un papier spécial pigeon, j'en sais rien, mais très très fin. Et ensuite il apprend à la plier son papier, le glisser dans un petit étui sous la patte d'un pigeon. Il est parti avec le censeur et le lieutenant responsable de la presse sur la plage parce qu'il fallait lancer en même temps un couple de pigeons voyageurs en priant pour qu'ils arrivent jusqu'à Londres. Oui, ça. Sous la patte du pigeon, il y a un petit étui. C'était l'Internet de 44. Les pigeons ont fait un grand tour sur la plage, ont tourné. Ils les suivaient en disant mais qu'ils partent, bon sang, qu'ils aillent tout droit. Ils sont partis dans le côté opposé et son article n'est jamais arrivé. Oui, c'est ça, c'est incroyable. Mais certains pigeons sont arrivés. Il y en a un qui a même, figurez-vous qu'à la fin de la guerre, un pigeon a été décoré. Ça paraît dingue. Oui, on a décoré un pigeon parce qu'il avait très très vite. Il était allé à Londres apporter le papier qu'il fallait. Eh oui, en tout cas, un pigeon aujourd'hui, qui a alerté De Gaulle. Voilà. C'est ça. En tout cas, la Normandie se prépare depuis quelques jours à commémorer donc le 80e anniversaire du D-Day, donc qui aura lieu jeudi prochain sur les plages du débarquement. 250 vétérans seront là, Annick Cogent. Vous en avez rencontré quelques-uns, effectivement. 250 centenaires américains, canadiens, anglais, plusieurs avions d'Américains vont se poser. C'est pas évident de faire transporter pour un tel voyage des centenaires qui viendront en fauteuil roulant pour la plupart, mais avec l'esprit très vif, je vous assure, et l'émotion prête à être déclenchée au moindre hymne national. En tout cas, merci. Nous y étions. Eh oui, nous y étions. Ils diront ça. Le titre du livre que vous publiez chez Grasset et que je vous conseille absolument de lire, chers auditeurs de Sud Radio. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie.